Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël Defoucault et Angélique Gimnès, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, nous voilà toujours dans notre saga autour des émotions. Après l'épisode 242 où on a parlé des émotions en général, dans le 246 les bienfaits de la joie, dans le 248 la peur, le 253 la colère. Et même si à Bulle de Bonheur on parle souvent de bonheur, aujourd'hui, dans notre épisode 257, nous allons parler de tristesse. Alors, quand on parle de tristesse, on pense vite au deuil, à cet être cher que nous avons perdu, ou à une rupture amoureuse, à une amitié brisée. Mais ça peut être aussi le sentiment de solitude, ça peut être la nostalgie du temps qui passe, ça peut être se sentir perdu, vivre un échec, une trahison. À la tristesse, on a tendance un peu à la fuir. Pourquoi est-elle si inconfortable? Et si cette tristesse avait quelque chose à nous apprendre? C'est ce que nous allons voir avec toi, Angélique, aujourd'hui. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop triste alors. Non. Mais non, on n'arrête pas de rire, ça va pas du tout. Non, je sais pas si on va être des bonnes vendeuses de la tristesse tous les deux. Mais si, justement, c'est aussi parce qu'on sait rire qu'on peut sentir la tristesse. Et c'est deux copines, hein. C'est deux copines, ces deux-là. Allez, je change de regard. Cette tristesse, cette émotion qui est quand même un peu désagréable, pourquoi est-ce que cette tristesse, elle l'embarrasse? Elle est pas si agréable que ça. Oui. Je crois que tu viens de donner un mot qui est important, justement, c'est l'embarras. Embarrassé. La plupart du temps, quand quelqu'un est triste, ça embarrasse qui? D'ailleurs, on va commencer par les autres. Effectivement, souvent, alors soit parce qu'on a dit quelque chose qui fait pleurer quelqu'un, qui le rend triste, et dans ces cas-là, d'un côté, on se sent un peu responsable, gêné, embarrassé, comme tu disais. Soit effectivement, on tourne les talons parce que du coup, on ne sait pas quoi faire autour de la tristesse de l'autre. Alors, la tristesse, ça demande quelque chose de simple. Je vais faire un jeu de mots avec ce que tu disais. Ça embarrasse. Il y a une solution, c'est d'embrasser, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire faire un bisou à l'autre, mais c'est de le prendre dans ses bras. C'est peut-être que le jeu de mots va aider aussi les gens. C'est finalement quand on est triste, assurément, dans la plupart des cas, c'est qu'il y a une perte. Alors, tu parlais de l'être cher. C'est vrai que là, même, c'est embarrassant parce que personne ne sait faire revenir un être cher. Et puis, en plus, la plupart de nous, on a peur de dire un truc qui va être encore pire. Tu vois, on est gêné. Du coup, de quoi la personne a besoin à ce moment-là? C'est qu'on la prenne dans ses bras, si elle veut bien, qu'on lui amène du réconfort. Si on peut pas la prendre complètement dans les bras, on fait une petite caresse comme ça sur l'épaule. Et on lui dit, avec douceur et délicatesse, je suis là. Voilà. Donc la tristesse, elle crée l'embarras. Et qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? T'as dit, est-ce que c'est une émotion désagréable? Parce que je suis en train de réfléchir, je crois que 100% des cas, on peut dire que elle consonne avec une perte. C'est la définition de la tristesse. On a perdu quelque chose. Alors, t'as commencé fort, parce que t'as dit un être cher. Oui. Alors là, effectivement, on va devoir graduer aussi. Il va y avoir des profondes tristesses qui peuvent durer longtemps, dans le cas de deuil et de grosses pertes. Et puis, des fois, on est juste triste. Je dis une bêtise. Par exemple, on avait prévu de se voir 2 heures et puis tu me dis, non, finalement, je n'ai qu'1 heure. C'est pas très grave en soi. Ça va me prendre un petit peu de triste parce que je pensais avoir 2 heures de toi. Voilà. Mais du coup, là, c'est tout petit. Voilà. Ceci étant, encore une fois, c'est pas très agréable parce que ça signifie une perte, quelque chose qu'on n'aura pas. Qu'on n'aura pas plus. Ou n'aura plus. Oui, les deux. Oui. Qu'on n'aura pas, qu'on n'aura plus. Parce que les tentations qu'on peut avoir face à la tristesse, de temps en temps, c'est un peu la refouler, l'éviter, voire même parfois l'intellectualiser. Alors, pour faire quoi? Toujours la même chose. Pour tenter de l'éviter. Pour tenter d'éviter d'être triste. En même temps, on revient à chaque fois sur la même thématique sur les émotions. Les émotions, c'est pas une option. C'est la tristesse, quand elle vient, c'est signe qu'on a perdu quelque chose. C'est plutôt intéressant, au fond, de l'entendre. Parce qu'en plus, si on a une toute petite tristesse, voilà, on va voir un peu comment elle se manifeste, des fois, d'ailleurs, on réalise pas trop. Tu sais, je vais prendre les mots de nos jeunes. Des fois, ils arrivent en thérapie, puis ils nous disent
oh, je dis que je suis en bad mood aujourd'hui, parce que c'est leur expression, comme ça ils sont pas tristes, ils sont en bad mood, hein, ça fait mieux. Et en même temps, je sais pas trop pourquoi. Alors c'est étrange, hein, finalement, c'est un sentiment d'avoir rien perdu. Ils sentent finalement là, eux, quand ils définissent ça, ils sentent plus ralentis, ils ont pas trop de morale, ils seront pas enjoués. Voilà, donc c'est la tristesse, ça consonne aussi avec perte de mon enthousiasme, perte de ma joie, perte d'un autre état d'être qui est plus rapide, plus enthousiasmant, plus heureux. Parce que peut-être qu'un humain, ça peut pas tout le temps être en joie et enjoué. C'est ça. De temps en temps, la tristesse, elle nous ralentit. Tu as parlé d'ennui au début. Il y a des gens, finalement, ils sont tristes. Ils disent, je m'ennuie. Alors, l'ennui, c'est quoi? C'est du vide. Alors, je m'ennuie de quelqu'un, je m'ennuie parce que j'ai rien à faire. Il peut y avoir plusieurs façons de s'ennuyer. Et à chaque fois, finalement, c'est est-ce que j'ai perdu quelque chose? Ou alors on pourrait dire c'est je n'ai pas encore trouvé la chose que je dois faire ou la personne dont j'ai besoin. C'est signe en tout cas qu'il manque quelque chose. Tout à l'heure je disais c'est la perte ou effectivement l'absence de quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore planifié. Une perte ou un manque. Ouais. Par exemple, je peux être triste parce que j'ai très envie d'avoir un chéri, mais je n'en trouve pas. Donc tu l'as pas perdu, tu l'as pas encore trouvé. Tu l'as pas encore trouvé. Maintenant, on dit souvent que derrière la tristesse, moi c'est comme ça souvent que je la symbolise, il y a une situation A, une situation B. Situation B est la nouvelle situation et A n'existera plus jamais. Donc derrière, il y a aussi quelque part une forme d'acceptation à avoir. Oui, et du coup tu dis deux choses derrière ça. Ça veut dire là tu sous-entends qu'il a fallu faire un choix. Un changement d'orientation, c'est un choix, de toute façon, c'est laisser quelque chose pour pouvoir accéder à autre chose. Alors des fois, il y a des choix, des vrais choix, où entre A et B, pas facile, mais de toute façon, voilà, quand même, on a un tout petit temps pour choisir. Puis des fois, il y a des choix qui s'imposent. Il y a des options qui disparaissent, et dans ces cas-là, on doit prendre l'auto. Un choix, une prise de décision, ça sous-tend qu'on va perdre quelque chose, quelque part. On perd une option. On perd une option, donc on peut en être triste, même si le reste du choix est heureux. Hein. C'est pour ça que des fois on peut avoir une espèce de mélange entre ces deux choses-là. En même temps, la tristesse, elle nous aide aussi à vivre des pertes et à les supporter, parce que si on ne perdait rien, on deviendrait fou. On n'aurait plus de place pour la suite. Hein. Donc c'est à la fois la notion de choix, et puis finalement on peut être aussi triste dans ce que tu disais, c'est de n'avoir pas eu le choix. Des fois, justement, on est privé de l'option, enfin, on a une option qui s'ouvre, et puis de toute façon une autre qui se ferme, et du coup, on n'a pas eu le choix. Donc, c'est aussi des fois le deuil de n'avoir pas pu choisir. On est compliqués quand même, nous les humains, quand on réfléchit. J'aurais aimé qu'on arrive à bien différencier les termes. Alors, on parle de la tristesse, donc c'est un mot un petit peu générique, on va dire, c'est comme un mot famille. Et que derrière, il peut y avoir un peu de mélancolie, ça peut même aller jusqu'à la dépression, ça peut aller le bad mood, comme on en parlait. Donc, en fait, il y a quand même une graduation, parce que un excès de tristesse, on peut en arriver à des états qui peuvent devenir dépressifs, c'est ça? Oui, tu dis le excès de tristesse, c'est rigolo, ça, cette formulation, parce que c'est un excès d'émotion, au fond, n'importe quelle émotion, en excès, il y a quelque chose qui colle pas. Et rester, en tout cas, quand la tristesse s'installe, et j'allais dire, tu sais, qu'elle établit sa demeure, là, et d'un seul coup, il y a plus que ça, effectivement, c'est un des signes de l'état dépressif. L'état dépressif, effectivement, il se caractérise par cette incapacité à avoir envie d'avancer, et du coup, à plus avoir d'enthousiasme, plus de joie, plus de futur, et du coup, on est coincé dans des pertes, et en termes de temporalité, c'est comme si on était coincé dans le passé aussi. Et normalement, le passé, il est fait pour être dépassé, donc pour être perdu quelque part. C'est comme si ces gens, peut-être en refusant de perdre le passé, finalement se coincent dans la tristesse. La tristesse, c'est fait effectivement pour dépasser le passé, dépasser la perte, et puis on passe au seuil d'après. Parce que j'ai peut-être oublié de mentionner, mais que les larmes en plus, on tient la tristesse avec des larmes, les larmes, elles permettent d'excréter certains neurotransmetteurs
en trop, en excès. Et quand on a pleuré, des fois, on se sent apaisé. Ça y est, les larmes, elles lavent aussi finalement l'ancien et elles font place au nouveau. Dans la dépression, donc il y a cet état de tristesse, mais qu'on pourrait traduire, c'est vraiment la tristesse qui reste en cours. Oui, c'est même plus de la tristesse, on traduirait, c'est un état de dépression. C'est la vie n'a plus de sens, plus de saveur pour ces gens-là. Et d'ailleurs, certains te diraient dans les états dépressifs, ils n'ont plus rien à perdre. Rien qu'avec les mots, on vient de résumer tout cet état-là. Plus rien à perdre, plus d'accès à ces sensations. Et puis, j'aime bien quand tu dis coincé dans le passé. Oui, oui, oui. Et ce qui fait que quand tu n'as plus rien à perdre, profonde tristesse, et ça nous amène à deux mots. Donc, tant qu'on n'a pas évoqué, je crois, jusque-là, c'est vraiment, il y a des gens, on flirte avec ce qu'on appelle le désespoir. Oui. Et le désespoir, cette profonde tristesse, où finalement on ne sait plus comment faire avancer la personne, il n'y a plus de futur, elle peut consonner en termes de maladie, et ce qu'on appelait effectivement à l'époque aussi la mélancolie. Je dis à l'époque parce qu'on l'a dit moins maintenant, on appellerait ça dépression profonde, dépression sévère avérée, mais la mélancolie, d'ailleurs, c'était cet état de dépression tellement profond qu'on avait l'impression que les gens étaient désespérés, risquaient même de mettre fin à leur jour. À une époque, ça a été classé en ce qu'on appelait psychose maniaco-dépressive, tu vois, donc on pensait que même c'était fou, si je le dis comme ça, d'être fou, d'être aussi triste et de plus pouvoir en sortir. Alors, je sais pas si c'était vraiment un état de psychose. Je pense que ça disait aussi la détresse des autres en face à faire sortir les gens de ces états-là. Et c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler qu'aujourd'hui, on a quelque chose qu'à l'époque, les anciens n'avaient pas. C'est aussi les antidépresseurs. Parce que parfois, quand tristesse c'est trop sévère, que c'est trop dur, on vient aider un petit peu pour suppléer au cerveau et éviter qu'on aille dans effectivement les affres du désespoir et qui peuvent des fois coûter la vie à certaines personnes. Du coup, puisqu'on en arrive à ces petites aides au cerveau, on en arrive au corps, parce que comme toutes les émotions, elles prennent leurs racines dans le corps. Raconte-nous la tristesse, elle, qu'est-ce qui se passe exactement à la fois dans notre cerveau et dans notre corps au moment de la tristesse? Dans le corps, tu vas très vite comprendre pourquoi on l'aime pas. Ça va pas dans l'actualité des action girls, les action man. La tristesse, c'est quelque chose qui d'un seul coup va nous ralentir. On a un coup de frein. Le système parasympathique. C'est ça. Donc, coup de frein. Du coup, justement, moins de production d'adrénaline, de dopamine, tout ça, tout ça, ça baisse. C'est lourd, ça fait comme une lourdeur. D'ailleurs, souvent, on a les épaules qui se baissent, le cou aussi, voilà, on fait la tortue. Puis, il y a une espèce de lourdeur, généralement plus dans le bas du ventre. Ça plombe, voilà, ça plombe la tristesse. Et du coup, en quoi ça peut être très inconfortable pour plein d'humains des temps modernes? C'est du coup, ça ralentit. C'est la tristesse, c'est un temps ralenti. Voilà, ça ralentit, ça freine, et du coup, pour pouvoir la liquider, si on disait ça comme ça, on a nécessité de prendre le temps et de ralentir. Alors, effectivement, dans le temps présent, c'est pas très très bien vu. Et c'est vrai que des fois, tristesse, elle est confondue avec état de fatigue, état de lassitude, ennui aussi. Voilà, c'est parce que ça donne le même sentiment de vide, de creux, de ralentissement qu'on n'apprécie pas beaucoup. Et ça aussi, ça demande de discernement. La tristesse, vraiment, c'est à la fois dans le corps, il y a cette espèce de poids. On a les épaules, on a l'impression qu'on porte quelque chose de lourd. Porter la tristesse du monde sur son dos. Et sur le visage aussi. On a une expression faciale quand même. Le visage, il est vraiment, les traits sont repliés et du coup, sourire devient difficile. Mais alors du coup, quand on a ce corps en fait qui se replie un peu sur lui-même, est-ce que c'est une émotion un peu du retrait? Une émotion en fait qui nous emmène au fait de nous replier sur nous-mêmes, peut-être pour aller voir peut-être des petites choses en nous? Oui, tout à fait. Regarde, on va reprendre notre image de tortue. C'est du coup ce moment où
Alors, au départ, on a besoin quand même d'être réconforté. Et puis souvent, après, on a ce temps de repli au retrait, un peu comme si effectivement, quand on a perdu quelque chose, à l'intérieur, déjà, si tu enlèves une pièce de quelque chose de perdu, en attendant de trouver quelque chose de nouveau, faut peut-être restaurer, tu vois, rééquilibrer, hein, remettre l'intérieur. Et puis aussi, et c'est là que parfois c'est assez étrange que je vais dire, c'est le côté doux de la tristesse aussi. Cette douce tristesse qu'on peut avoir parfois, peut-être même, oui, des fois on appelait la mélancolie. C'est tant qu'à faire ce moment de repli, on fait un tour aussi de tous les côtés. On va vérifier ce qu'on a perdu, ce qui reste encore. Donc c'est un moyen aussi de se recentrer. Et c'est en ça que c'est pas toujours un temps très agréable. Et en même temps, quand le plus difficile est passé, c'est un temps où on fait du tri. Et je crois aussi c'est un temps duquel on ressort en ayant mis des priorités. Regarde comme c'est terrible, c'est souvent quand on fait des deuils qu'après, on remet bien dans l'ordre. Ouais, on retrie tout et on se redit, la priorité, c'est la vie. C'est quand même dommage que le reste du temps, on ne s'en souvienne pas. Donc la tristesse, elle invite aussi à remettre des choses en ordre, tu vois. Il y a plein de choses qui, de temps en temps, peuvent nous évoquer alors on va l'appeler cette douce mélancolie. Je mange une blanquette de veau, ça me rappelle, et j'en ai les larmes aux yeux, ma grand-mère. Je suis frappée aussi de la créativité que peuvent avoir des artistes quand ils sont dans cet état de spleen, justement, de tristesse. Combien nous connaissons tous, que ça soit des peintres, que ça soit des écrivains, que ça soit c'est comme l'amour, en fait. On en a fait des pages et des pages et des pages. Donc, est-ce qu'il y a une invitation à la créativité derrière la tristesse? Je crois, oui, profondément, parce que, tu sais, on dit, alors déjà, il y a plusieurs choses derrière ça. C'est déjà le temps de repli et de retrait. Pour créer, il est nécessaire d'avoir du temps. Voilà, c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu. L'autre aspect, c'est pour créer du nouveau, on a besoin de vide, d'espace. Alors, bien évidemment, tu vas me dire, quand on perd un être cher et que je dis une bêtise, on va produire un livre à côté, hein, c'est pas équivalent. Mais en quelque part, voilà, il y a certainement ce qu'on va écrire, peut-être un lien avec la personne qu'on a perdue, c'est ça libère de l'espace-temps en notre intérieur et du coup, effectivement, elle va avoir quelque chose de fécond. La, la tristesse aussi après avec ce temps de repli et on va créer du renouveau, on va renouveler. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'être triste pour créer? Pas toujours, ça c'est important, parce que sinon, effectivement, il y a des artistes qui finissent par croire que les meilleures créations, c'est dans la tristesse. Euh, Écoute, toi comme moi qui créons pas mal, on crée pas dans la tristesse, non, hein. non, non, pas. Et par contre, effectivement, c'est une super thérapeutique que de créer, voilà, finalement, après la perte, et dans la nature, c'est comme ça. Après la perte, après les feuilles qui fanent, et effectivement, il y a un temps de renouveau et il y a des nouvelles créations. Donc, je crois que ça fait partie aussi, la tristesse, ça signe un processus normal et naturel de deuil et de renouveau et on tourne en boucle comme ça. Comme une régénération. Exact. Voilà. Alors, effectivement, des fois, on perd une fleur et puis on sort un bouquin. On perd une grand-mère et on voit arriver un petit-fils. Enfin, tu vois, il peut se passer plein de choses comme ça. L'essentiel, c'est que de la tristesse, après, les larmes, elles viennent recréer un lit pour qu'il y ait quelque chose de fécond derrière. Alors maintenant, la question qui me viendrait après, c'est important de bien vivre cette tristesse. Pas forcément évident. En tous les cas, moi, je pense à des personnes qui ont beaucoup de mal à faire des deuils de personnes chères qu'ils ont perdues, qui finissent par se vivre avec ça et que ça fait partie de leur univers, sans que ce soit des personnes dépressives d'ailleurs, hein. Mais en fait, faire exister la personne par tous les moyens, ça veut pas dire que celui qui est mort n'existe plus, mais lui laisser toujours un énorme espace, comme un espace de vivant quelque part. Est-ce que ça arrive à faire avancer ou c'est une énergie de survie? Vraiment, on est vertueux, nous les humains, parce que on a la capacité à continuer à faire vivre en nous des gens qui ont disparu physiquement,
Donc, effectivement, l'idée, c'est que ça peut être à double tranchant, hein, ce qu'on est en train de dire, c'est normal et naturel d'être triste parce que plus jamais la personne, nous, nos grands-mères qu'on a perdues, on ne peut plus les appeler au téléphone, hein, c'est fini. En tout cas, pas sous ce mode-là, on ne sait pas communiquer. Par contre, on peut cultiver leurs souvenirs. Quand tu parlais de la blanquette, tu vois, et on peut cultiver des façons de faire. Donc, finalement, on peut les garder en mémoire. Et il y a quelque chose qui se passe souvent, c'est que les gens pensent que s'ils sont plus tristes, qu'ils font le deuil, eh ben, ils vont perdre la personne. Alors, je vais être un petit peu pragmatique, j'ai tendance à dire, de toute façon, perdue, physiquement, elle l'est perdue. Hein, ça, on ne peut pas revenir en arrière. Et le processus de deuil, il est fait justement pour que l'on puisse faire survivre en nous les bons souvenirs, des expressions, voilà, plein de belles choses de la personne. Quand on fait le deuil, petit à petit, on quitte l'état de tristesse et on reprend la vie aussi, parce qu'il y a aussi tous ces autres gens qui sont vivants, qui nous attendent. Et en même temps, on garde bien les bons souvenirs à l'intérieur. Donc c'est vrai que à tort, les gens pensent des fois que faire le deuil, ça sous-tend oublier la personne ou la chose en question. Pas du tout. C'est juste écrire la fin d'une page, tourner la page et écrire la suite. Tout à fait. C'est un chapitre suivant, mais les chapitres précédents ont continué à exister. Parce que ça fait penser aussi, dans certaines familles où il y a eu des deuils un peu dramatiques, où on n'en parle plus du tout. T'as raison. Ouais, ça devient il y a un non-dit, voilà. On ne parle plus du tout de, voilà, mamie, machin. Voilà. On ne la cite plus. Ou du cousin truc-muche, ou de l'oncle bidule qui a disparu dans des conditions dramatiques, que ça soit une guerre, un attentat, un suicide. Enfin, il y a 50 000 possibilités. Et du coup, ça devient comme un non-sujet et qui finalement peut presque devenir presque un secret de famille, non? Oui. Quand tu dis, c'est terrible ce que tu dis, mais c'est tellement juste. Ces gens-là deviendraient des non-sujets. Tu te rends compte, on t'en traite Horrible. comme s'ils n'avaient pas existé. Alors que justement, le processus de deuil, il est là justement pour maintenir en mémoire. Après, on va enlever possiblement les circonstances, on va les travailler, hein, parce que quand il y a des deuils traumatiques, on doit traiter le trauma pour ensuite faciliter le processus de deuil. Mais tout le reste autour n'empêche pas que la personne ait existé. Et je crois que ça, c'est très, très important. J'ai presque envie de te dire, ça fait partie de notre devoir de mémoire et de transmission, de pouvoir parler, y compris de bidule et puis de trucs mûches, quoi. C'est important. Parce que ces gens-là, avant de disparaître, ils ont aussi marqué l'histoire de la famille. Et sinon, j'ai presque envie de te dire, ils viennent hanter un peu les générations suivantes on sent qu'il y a un non-dit. Du coup, ça éveille des fois la curiosité. Et pareil, là, ça crée des incompréhensions qui sont pas très fastes, hein, pour le climat familial. Une autre manière aussi pour accompagner sa tristesse, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui fait de la forme d'écriture, de temps en temps même se faire accompagner quand tu disais, parce que certains deuils créent des traumatismes, surtout dans le cas d'accidents, en fin de compte, ou de disparition brutale. Est-ce que quand on vit cet état de tristesse, on a la possibilité d'avoir accès à l'autre et à lui demander de l'aide? C'est même très important. On revient, tu sais, au propre des émotions, c'est pour être en relation avec l'autre. Alors, quand on est triste, on a besoin de réconfort et en même temps, à d'autres moments, de temps de retrait. Alors, c'est vrai que les autres autour peuvent pas toujours connaître le rythme. Et là, on doit pouvoir aller demander de l'aide. Et de l'aide, alors, soit on va voir effectivement quelqu'un dont c'est le métier parce qu'on a des choses à travailler. Quand c'est la famille, les amis, tout ça, l'aide, c'est pas toujours forcément parler du deuil de la personne qui a disparu. Il y a des temps où on le fait avec plaisir, d'autres pas. Mais c'est des fois simplement, si tu veux, on prend un café, on fait une balade ensemble, on est là, voilà, et au moins je ne me sens pas seule, quoi. Voilà. Ta présence ne remplace pas celle de la personne qui a disparu. Et en même temps, petit à petit, voilà, ça va laisser de la place pour pouvoir s'attacher à d'autres choses, d'autres personnes. Rappeler que de toute façon, à l'échelle d'une vie, on pourrait pas être partout, on pourrait pas tout faire. Je vais dire quelque part, heureux soient les deuils qu'on a à faire pour pouvoir aussi avancer sur notre chemin. Elle fait partie du voyage de la vie, la tristesse, en fait. Oui.
et que, comme toutes les autres émotions, j'aime bien dire que oui, c'est pas une ennemie, mais c'est important d'apprendre à l'écouter. Oui, oui, oui. Et encore une fois, est-ce qu'elle a mauvaise presse, elle aussi? On disait, hein, la colère, certaines émotions ont mauvaise presse. La tristesse, c'est vrai que dans certaines familles, on dit aux gens, pleure pas avec des gros sanglots comme ça, tiens-toi. C'est vrai que des fois, on peut exploser en sanglots, puis des fois, on peut ne pas pouvoir pleurer quand on est triste. Et là aussi, c'est individu dépendant. Il y a des manifestations plus ou moins vives. Il y a des gens, ils ont besoin du repli pour pouvoir laisser couler leurs larmes. Je crois que c'est très important de ne pas juger. Là encore, il n'y a pas de quota. Hein. C'est pas celui qui pleure le plus qui est le plus triste au décès de la tante Toutmuche, hein, comme on dit. Donc parce que ça, c'est pas très bien vécu par les personnes et derrière, ça met de la gêne autour de la tristesse. Et puis, se rappeler que, bien sûr, l'autre, il est là, il va nous réconforter, mais on ne demande pas de l'aide dans le sens où on demande à l'autre de retrouver ce qu'on a perdu. Je crois que c'est important parce qu'on revient à cet embarras du départ. Toi et moi, quand on accompagne les gens, on peut pas leur rendre les êtres perdus quand ils se séparent en couple. Tu peux pas faire revenir l'autre. On n'a pas de pouvoir magique, hein, voilà. Mais par contre, on peut être là pour accompagner avec le rythme qui va bien. C'est vraiment aussi dans la tristesse, il y a cette notion de temps. Et plus on brusque, plus on bloque le processus. Et dans les faits, on ne gagne pas de temps du tout. Oui, ça, je pense que c'est très juste de cette notion de temps qui à prendre en compte, franchement. Et hop, je me lance. Je dirais que du coup, en résumé, la tristesse, c'est une réaction normale face à une perte, une déception ou un manque. 2, la tristesse, elle nous informe que nous avons besoin d'être consolés, d'être embrassés, comme tu le disais. Et puis, on pourrait dire aussi que la tristesse est un moteur de transformation, car bien accueillie, elle permet l'introspection, permet aussi la résilience et puis même la créativité. Alors, à vous de jouer, chers auditeurs, lorsque vous vivrez un moment de tristesse, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de faire une petite marche de 2 minutes, même juste dans votre pièce. Et à chaque pas, imaginez déposer un peu de votre tristesse sur le sol derrière vous. Respirez profondément et ressentez votre corps bouger. C'est très joli ce que tu dis. On pourrait même leur laisser imaginer que sur le sol, du coup, de leurs pleurs poussent des jolies fleurs, tu vois. Et voilà. Wow, magnifique, magnifique. Et la petite mousse de la semaine, elle nous vient de Khalil Gibran et elle nous dit « La tristesse prépare votre cœur à aimer davantage. Elle creuse en vous un espace plus profond afin que vous puissiez y accueillir encore plus de joie. » Alors ça nous va bien. Oui, ouais. Merci Khalil Gibran. Merci Angélique, une fois de plus, de ce travail et de ce petit tour que nous avons fait autour de la tristesse. Avec joie de parler de la tristesse. En tous les cas, avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.